Sophie rentra chez elle ce soir-là. Le cœur battant, tenant serré contre sa poitrine un petit cadre photo. C'était la seule image qu'elle possédait d'elle et de Camille. Prise lors d'un pique-nique improvisé au jardin des Tuileries, où leurs regards complices capturaient l'essence de leur amour naissant. Mais en poussant la porte de l'appartement familial à Paris, elle trouva sa mère, la commissaire de police Elisabeth Moreau, debout dans le salon, une allumette à la main, et la photo en flammes sur la table basse. Le choc la figea sur place. « Maman. Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura Sophie. La voix tremblante, tandis que les cendres noircies s'éparpillaient sur le tapis. Elisabeth leva les yeux, son visage durci par des années de service dans la police, et répondit froidement, « J'ai protégé notre famille de cette abomination. Tu crois que je n'ai pas vu comment tu regardes cette fille ? C'est fini. Sophie. Tu vas oublier ça. Ou je te jure que je ferai en sorte que tu regrettes. » Sophie sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle avait toujours su que sa mère était conservatrice, imprégnée des valeurs traditionnelles d'une France où les normes sociales pesaient encore lourd. Mais jamais elle n'avait imaginé une telle violence. À 25 ans, Sophie travaillait comme graphiste dans une agence branchée du Marais. Un quartier où la diversité fleurissait. Mais chez elle, c'était un autre univers. Elisabeth, veuve depuis 10 ans, avait élevé Sophie et son frère aîné avec une main de fer, instillant en eux le sens du devoir et de l'honneur. Pour elle, l'homosexualité n'était pas seulement un choix personnel, c'était une menace à l'ordre social qu'elle protégeait quotidiennement en tant que chef de la police du 18e arrondissement. Ce soir-là, la confrontation éclata comme une tempête. Sophie, les larmes aux yeux, tenta de raisonner, « Maman, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Camille m'aime. Et je l'aime. Pourquoi refuses-tu de voir ça ?» Elisabeth secoua la tête. Son uniforme encore sur le dos après une longue journée. Parce que c'est contre nature. Imagine ce que diraient les collègues. Les voisins. Ton père. Dieu ait son âme. Se retournerait dans sa tombe. Et ton frère ? Il est en train de construire une carrière politique. Une sœur lesbienne ? Ça le ruinerait. Les mots frappèrent Sophie comme des coups de poignard. Elle pensa à Camille, cette femme de 28 ans qu'elle avait rencontrée lors d'un atelier d'art 6 mois plus tôt. Camille était professeure de littérature à la Sorbonne, avec une passion pour les poètes maudits et une force intérieure qui avait conquis Sophie dès le premier regard. Leur relation avait commencé timidement. Des cafés volés aux promenades nocturnes le long de la Seine. Mais elle s'était approfondie en un amour profond, marqué par des confidences tardives et des projets d'avenir. Pourtant, Sophie avait gardé le secret, craignant précisément cette réaction. Assise sur le canapé, Sophie revit les moments clés de sa vie. À l'adolescence, elle avait ressenti les premiers émois pour des filles de sa classe. Mais elle les avait enfouis, se convainquant que c'était une phase. À l'université, une brève liaison avec une étudiante étrangère l'avait fait douter. Mais la peur l'avait poussée à rompre. Avec Camille, c'était différent, c'était réel. Inévitable. Et maintenant, tout était en cendres. Littéralement. Elisabeth, voyant le désarroi de sa fille, adoucit légèrement sa voix. « Écoute. Ma chérie. Je fais ça pour ton bien. La société n'est pas prête.
Regarde les manifestations contre le mariage pour tous. Même des années après. Et dans mon métier, je vois les discriminations, les violences. Je ne veux pas que tu souffres. Mais Sophie perçut l'hypocrisie, sa mère, gardienne de la loi, brûlait des preuves d'amour au nom de la morale personnelle. La nuit fut longue. Sophie s'enferma dans sa chambre, appelant Camille en sanglots. Elle a tout détruit, murmura-t-elle au téléphone. Camille, de sa voix calme et rassurante, répondit, on va surmonter ça. Viens chez moi demain. On en parlera. Mais au fond d'elle, Sophie sentait une fissure se former. Était-ce le début de la fin? Ou le catalyseur pour une rébellion? Le lendemain matin, Sophie se leva tôt, prépara un sac avec quelques affaires et quitta l'appartement sans un mot. Elle se dirigea vers l'appartement de Camille à Montmartre, où l'air bohème contrastait avec la rigidité de sa vie familiale. Camille l'accueillit les bras ouverts, mais son regard trahissait une inquiétude. Ta mère est puissante? Sophie. En tant que commissaire, elle pourrait nous causer des problèmes. Sophie hocha la tête, mais une détermination nouvelle l'animait. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Pourtant, les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Élisabeth appela sans cesse, alternant entre menaces et supplications. Reviens. On en discute en famille, disait-elle. Mais Sophie savait que discuter signifiait capituler. Elle commença à explorer ses options, quitter le domicile familial, chercher un emploi plus stable pour s'indépendendre. Camille, de son côté, affrontait ses propres démons. Issue d'une famille libérale, elle avait assumé son orientation depuis longtemps, mais voir Sophie souffrir ravivait ses souvenirs de rejet passés. Un soir, lors d'un dîner improvisé, Camille confia, j'ai perdu des amis quand j'ai fait mon coming out. Mais ça m'a rendue plus forte. Toi, tu as ta mère contre toi. Et elle n'est pas n'importe qui. Sophie serra sa main, je choisis toi. Mais quel prix vais-je payer? La question plana, lourde de sous-entendus. Bientôt, les répercussions sociales se firent sentir. Au travail, Sophie surprit des murmures, apparemment. Élisabeth avait contacté son patron, prétextant une crise familiale. Ta mère s'inquiète pour toi, lui dit-il. Sophie rougit de honte, se sentant piégée dans un filet invisible. Elle décida alors de confronter sa mère une fois de plus. Cette fois en terrain neutre. Dans un café près de la préfecture. La rencontre fut explosive. Élisabeth arriva en civil. Mais son autorité transparaissait. Tu vis avec elle maintenant? C'est de la folie, s'exclama-t-elle. Sophie. La voix ferme. Répliqua, c'est de l'amour. Maman. Et si tu ne l'acceptes pas? Tu me perds. Élisabeth blêmit, tu me forces à choisir entre toi et mes principes? Le silence qui suivit en dit long sur les fractures à venir. Les semaines suivantes transformèrent la vie de Sophie en un tourbillon de doutes et de décisions. Installée chez Camille, elle découvrait les joies d'une vie partagée, mais aussi les ombres qui planaient. Chaque appel manqué de sa mère était un rappel douloureux de l'abîme qui les séparait. Camille, sentant la vulnérabilité de Sophie, essayait de la soutenir, on construit notre propre famille, disait-elle en l'embrassant tendrement. Mais au fond, Camille craignait que Sophie ne craque sous la pression.
Élisabeth, de son côté, luttait contre ses propres démons. En tant que commissaire, elle avait toujours prôné la justice et l'égalité. Mais ses convictions personnelles, ancrées dans une éducation catholique stricte, la aveuglaient. Elle repensait à son mari, décédé dans l'exercice de ses fonctions, et à la promesse qu'elle lui avait faite de protéger leurs enfants. Comment ai-je pu en arriver là, se demandait-elle la nuit, fixant le plafond. Elle décida d'enquêter discrètement sur Camille, utilisant ses ressources policières pour vérifier son passé. Ce qu'elle découvrit la troubla, Camille avait été impliquée dans des manifestations pour les droits LGBT. Rien de criminel, mais assez pour la cataloguer comme activiste. Un jour, Élisabeth contacta le frère de Sophie, Antoine, un avocat en herbe de 30 ans, vivant à Lyon. « Ta sœur est en danger, lui dit-elle. Antoine, surpris, promit de venir à Paris. À son arrivée, il trouva Sophie changée, plus affirmée. Maman exagère, lui confia Sophie lors d'un déjeuner. Je suis heureuse avec Camille. Antoine, partagé entre loyauté familiale et compréhension moderne, répondit, je te soutiens. Mais pense aux conséquences. Maman pourrait tout compliquer. La tension monta d'un cran quand Élisabeth invita Sophie à un dîner familial, prétextant une réconciliation. Sophie accepta, espérant un miracle, et emmena Camille. L'atmosphère fut glaciale dès l'entrée. Élisabeth ignora Camille, servant le repas avec une politesse forcée. Puis, au milieu du dîner, elle lâcha, « J'ai vu tes antécédents, mademoiselle. Des manifestations, des pétitions. Vous corrompez ma fille. » Camille, calme, répliqua, « Je l'aime, madame. Et l'amour n'est pas une corruption. » Sophie, outrée, se leva, « Maman. Tu as fouillé dans sa vie? C'est illégal. Même pour toi. » La soirée dégénéra en cris. Élisabeth accusa Camille d'être une manipulatrice. Sophie défendit son amour. Et Antoine tenta vainement de médier. Finalement, Sophie et Camille partirent, laissant Élisabeth seule avec ses regrets. « J'ai perdu ma fille, » murmura-t-elle à Antoine. Mais au lieu de capituler, elle durcit sa position, contactant des amis influents pour aider Sophie à revenir à la raison. Sophie, blessée, se replia sur elle-même. Elle commença à douter, était-ce valable de tout sacrifier pour cet amour? Camille la rassura. Mais une faille apparut quand Sophie annula un rendez-vous pour éviter une confrontation. « Tu as peur, » nota Camille. « Et si on se battait ensemble ?» Elles décidèrent de rejoindre un groupe de soutien LGBT à Paris, où Sophie rencontra d'autres femmes aux histoires similaires. Cela l'éveilla à la réalité des discriminations, emplois perdus, famille brisée. Pourtant, une trahison inattendue surgit. Antoine, sous pression de sa mère, révéla à Sophie que Élisabeth envisageait de la dénoncer anonymement au travail pour reconduite immorale. Elle bluffe, dit-il. Mais Sophie paniqua. Elle confronta Camille, « Et si on arrêtait? Pour ma sécurité ?» Camille, choquée, répondit, « C'est ce que tu veux? Capituler ?» Leur première vraie dispute éclata, révélant les faiblesses de leur relation. Sophie passa la nuit dehors,
Marchant dans les rues de Paris, repensant à sa vie. Elle se souvint de son enfance. Des dimanches à l'église. Des attentes sociétales. Suis-je prête à tout perdre, se demanda-t-elle. Le lendemain, elle rentra, s'excusa auprès de Camille, et elles firent l'amour non pas physiquement, mais émotionnellement, en se promettant fidélité. Mais le destin frappa à nouveau. Elisabeth, lors d'une opération policière, fut blessée légèrement. À l'hôpital, elle appela Sophie, « Viens. S'il te plaît. » Sophie accourut. Seule. « Je t'aime. Ma fille, » murmura Elisabeth. « Mais je ne peux pas accepter ça. » Sophie pleura, « Alors ? On se perd. » C'était un moment de vérité, où les choix moraux pesaient lourd. Camille, attendant à la maison, se sentit exclue. « Ta famille passe toujours en premier, » dit-elle amèrement. Sophie nia. Mais la graine du doute était plantée. Les jours suivants, elles naviguèrent entre amour et conflit. Avec la société française en toile de fond, les lois progressistes contrastant avec les mentalités conservatrices. Enfin, une opportunité se présenta, un poste pour Sophie à Bordeaux, loin de Paris. On pourrait repartir à zéro, suggéra-t-elle à Camille. Mais Camille hésita, « Et ta mère ? Tu l'as fui ? » La décision pendait, pleine de sacrifices. La proposition de déménagement à Bordeaux devint le pivot de leur relation. Sophie y voyait une échappatoire, un moyen de respirer loin de l'ombre oppressante de sa mère. Camille, attachée à son poste à la Sorbonne, se sentait déchirée. C'est une fuite. Pas une solution, argumenta-t-elle lors d'une soirée pluvieuse à Montmartre. Sophie, frustrée, répliqua, « C'est survivre. Ma mère me traque. Antoine est faible. Ici, on étouffe. » Leur débat révéla des fissures plus profondes. Sophie cherchait la sécurité. Camille la confrontation. Pendant ce temps, Elisabeth se remit de sa blessure. Mais l'incident l'avait ébranlée. Elle consulta un prêtre, un vieil ami, qui lui conseilla la tolérance. L'amour est divin, sous toutes ses formes, dit-il. Elisabeth lutta, ses principes vacillants. Elle décida d'approcher Camille directement, l'invitant à un café. « Je veux comprendre, » mentit-elle partiellement. Camille accepta, curieuse. La rencontre fut tendue mais civile. Elisabeth posa des questions. « Pourquoi ma fille ? Qu'avez-vous à offrir ?» Camille répondit honnêtement, « De l'amour vrai. » Madame. Sophie est brillante. Sensible. Je la soutiens dans ses rêves. Elisabeth, touchée malgré elle, confia, « J'ai peur pour elle. La société est cruelle. » Camille acquiesça, « Oui. Mais le rejet familial l'est plus. » Cette conversation sema le doute chez Elisabeth. Elle repensait à ses propres sacrifices, une carrière au détriment de sa vie personnelle. Un veuvage solitaire. Suis-je en train de détruire ce que j'aime, se demanda-t-elle. Pourtant, son orgueil l'empêcha de céder. Elle intensifia ses efforts, contactant l'employeur de Sophie pour une recommandation négative voilée. Sophie, apprenant la perte potentielle de son job, explosa. Elle appela sa mère, « Tu me sabotes. C'est de l'abus de pouvoir. »
Élisabeth défendit, je te protège de toi-même. Cette fois, Sophie porta plainte anonymement contre sa mère pour harcèlement. Un acte qui la hanta. Ai-je trahi ma famille, se tourmenta-t-elle. Camille, témoin de cette spirale, proposa une thérapie de couple. Elles commencèrent des sessions avec une psychologue spécialisée en questions LGBT. Là, Sophie explora ses conflits internes, la culpabilité catholique, la peur du rejet social. Camille admit ses insécurités, j'ai peur que tu me quittes pour une vie normale, point. Ses aveux les rapprochèrent. Mais le monde extérieur pressait. Antoine, apprenant la plainte, confronta Sophie, tu vas trop loin. Maman pourrait perdre son poste. Sophie pleura, et moi? Je perds tout. Antoine, déchiré, choisit de soutenir sa sœur, coupant les ponts avec Élisabeth temporairement. Tu as raison. C'est toxique, dit-il. La société française amplifia les enjeux. Des articles sur les discriminations familiales dans le monde résonnaient avec leur histoire. Sophie rejoignit une association LGBT, participant à des ateliers sur la résilience. Là, elle rencontra Marie, une femme plus âgée qui avait vécu similaire. Le choix est dur, mais l'authenticité vaut le prix, conseilla Marie. Pourtant, une trahison émergea de l'intérieur. Camille, sous stress, confia à une amie des détails intimes, qui les répandit. Sophie se sentit exposée, comment as-tu pu? Camille s'excusa, j'avais besoin de ventiler. Leur confiance ébranlée. Elles firent une pause. Sophie retournant chez Antoine à Lyon. Seule, Sophie réfléchit au sacrifice, amour vs famille. Authenticité vs sécurité. Elle écrivit une lettre à sa mère, exprimant son amour et sa douleur. Élisabeth, la lisant, pleura pour la première fois. Peut-être ai-je tort, admit-elle intérieurement. Camille, de son côté, lutta contre la solitude. Elle enseigna avec passion, mais le vide persistait. Elle appela Sophie, reviens. On répare. Sophie hésita, mais accepta un week-end ensemble. Leurs retrouvailles furent émouvantes, marquées par des promesses renouvelées. Mais le climax approchait. Élisabeth, informée de la plainte, fut suspendue temporairement. Furieuse, elle confronta Sophie chez Antoine. Tu m'as dénoncé? Ta propre mère, hurla-t-elle. Sophie, tremblante, répondit, tu m'as forcé. La scène dégénéra, avec Antoine intervenant. Élisabeth partit, blessée au plus profond. La suspension d'Élisabeth marqua un tournant. Privée de son badge, elle se confronta à son identité, sans son rôle de protectrice. Qui était-elle? Elle erra dans Paris, visitant des lieux de son passé, comme la cathédrale Notre-Dame en reconstruction, symbole de résilience. Un soir, elle assista à une conférence sur les droits LGBT. Anonymement. Les témoignages la secouèrent, parents regrettant leur rejet. Enfants brisés mais reconstruits. De son côté, Sophie et Camille se réconcilièrent pleinement lors de leur week-end. Elles parlèrent des futurs possibles, mariage, enfants via adoption. On peut tout avoir, dit Camille. Sophie sourit, si on survit à ça. Elles décidèrent de rester à Paris,
affrontant les défis. Antoine, médiateur involontaire, organisa une rencontre familiale sans Élisabeth d'abord. Il encouragea Sophie, montre-lui ton bonheur. Sophie invita sa mère à un événement LGBT discret. Élisabeth refusa initialement, mais la curiosité l'emporta. Elle y alla, masquée par la foule, et vit Sophie et Camille interagir avec d'autres couples. Pour la première fois, elle perçut l'humanité derrière les étiquettes. Touchée, Élisabeth approcha Sophie après l'événement. « Je suis venue, dit-elle simplement. » Sophie, surprise, répondit « Merci. » Elles parlèrent des heures. Élisabeth avouant ses peurs, « J'ai vu trop de haine dans mon métier. » Sophie partagea ses blessures, « Ton rejet m'a brisé. » C'était un début fragile de dialogue. Pourtant, les vieux démons ressurgirent. Quand Élisabeth reprit son poste, des collègues conservateurs la questionnèrent sur sa « fille déviée ». Humiliée, elle réagit mal, distançant à nouveau Sophie. « Je ne peux pas tout changer, expliqua-t-elle. » Camille, sentant le cycle, confronta Sophie, « Choisis, moi ou cette danse éternelle avec ta mère. » Sophie, déchirée, opta pour un ultimatum, « Maman, accepte-nous ou adieu. » Élisabeth, face au mur, réfléchit profondément. Elle consulta un thérapeute, explorant ses biases. Pendant ce temps, Sophie affronta des pressions sociales au travail. Des rumeurs circulèrent, affectant ses promotions. Elle envisagea de démissionner. Mais Camille l'encouragea, « Batte-toi. » Elles participèrent à une marche des fiertés, où Sophie parla publiquement de son histoire, anonymement. Cela libéra quelque chose en elle. Une trahison finale émergea quand Antoine révéla avoir été manipulé par Élisabeth pour espionner Sophie. « Elle m'a forcé, avoua-t-il. » Sophie, furieuse, coupa les ponts avec lui temporairement. « La famille est toxique, dit-elle à Camille. » Élisabeth, apprenant cela, réalisa l'étendue des dommages. Elle démissionna partiellement, prenant un poste administratif moins exposé. Puis, elle invita Sophie et Camille à dîner. « Je veux essayer, dit-elle. » L'atmosphère fut tendue, mais des rires émergèrent. Élisabeth posa des questions sur leur relation, écoutant vraiment. Les mois suivants virent une lente guérison. Sophie et Camille planifièrent leur avenir, tandis qu'Élisabeth luttait contre ses préjugés. Pourtant, des rechutes survenaient, un commentaire maladroit, une absence à un événement. Sophie payait le prix émotionnel, oscillant entre espoir et désespoir. Un jour, lors d'une crise, Camille proposa de rompre, « Si ça te détruit. » Pars. Sophie refusa, « Non. On a trop investi. » Leur amour, forgé dans le feu, se renforça. Élisabeth, de son côté, rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBT. Là, elle trouva du soutien, admettant ses erreurs. « J'ai brûlé plus qu'une photo, » confia-t-elle. La tension culmina lors d'un anniversaire familial. Tous réunis, les vérités éclatèrent. Élisabeth s'excusa publiquement, « J'ai eu tort. Pardonnez-moi. » Sophie pleura, embrassant sa mère. Camille, émue,
accepta la main tendue. Mais était-ce sincère? Ou une façade? La réconciliation apparente apporta un répit. Mais les cicatrices restaient vives. Sophie et Camille avancèrent prudemment, organisant des dîners réguliers avec Élisabeth pour consolider les liens. Élisabeth, retraitée partiellement, se consacra à des causes sociales, volontairement pour des associations antidiscrimination. C'est ma rédemption, disait-elle. Pourtant, des conflits internes persistaient. Sophie luttait avec la confiance, chaque appel de sa mère ravivait des peurs. Camille, patiente, aidait, le temps guérit. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur foyer naissant, et parlèrent de mariage. Antoine, réconcilié, soutint activement, organisant des thérapies familiales. On répare ensemble, insistait-il. Mais la société française, avec ses débats sur l'identité et les droits, rappelait les enjeux plus larges. Des lois sur l'adoption pour couples homosexuels divisaient l'opinion, miroir de leur lutte. Un jour, Élisabeth confia à Sophie, « J'ai brûlé cette photo par peur. Pas par haine. Peur de te perdre dans un monde hostile. » Sophie répondit, « Mais tu m'as presque perdu par ton acte. » Cette honnêteté approfondit leur lien. Camille, de son côté, publia un essai sur les familles queer, inspiré de leur histoire. Le succès apporta visibilité, mais aussi critique. Sophie, fière, affronta les trolls en ligne, renforçant sa résilience. Les défis continuèrent, un rejet d'adoption initial, des murmures familiaux. Mais elles persévérèrent, célébrant de petites victoires. Sophie quitta son job pour freelancing, libérée des chaînes. Élisabeth, évoluant, assista à leur mariage civil à la mairie de Paris. Les larmes aux yeux, elle prononça un toast, à l'amour, sous toutes ses formes. C'était un moment de triomphe, mais teinté de sacrifices passés. Des années plus tard, avec un enfant adopté, Sophie réfléchit au choix. Le prix était élevé, mais valable, dit-elle à Camille. Pourtant, la question plane, une mère a-t-elle le droit de détruire un symbole d'amour pour protéger son enfant? Ou est-ce une trahison impardonnable?